Bonsoir tout le monde, je suis Asma, médecin généraliste marocaine. Nous allons faire nos premiers lives par rapport à la mère manipulatrice ou perverse narcissique ou toxique. Dans cette partie, on parle de la culpabilité et de la culpabilisation. C'est très important de comprendre ce mécanisme parce que les manipulateurs en général ils sont en train de jouer et il suffit de comprendre le jeu pour jouer avec. Ok? Pourquoi? Parce que dans certains cas, tu peux pas couper tout lien avec ce pervers narcissique quand il s'agit d'un parent ou d'un membre de la famille, surtout les parents. Par exemple, si tu as une maman perverse narcissique qui est malade, qui a par exemple un cancer, qui a une hémiplégie, qui a besoin de toi, qui est par exemple diabétique avec un problème sérieux, par exemple une insuffisance rénale, elle a besoin elle aurait besoin de séances de démodialyse par exemple. Donc tu peux pas couper, il faut je suis en train de vous parler de quelque chose de très pratique. C'est-à-dire, on est bien loin de la théorie. Parce que dans la théorie, il y a des gens qui disent il faut s'éloigner du pervers narcissique. Ok, mais si ta maman est malade, alors si ta maman est malade, si ta maman par exemple a besoin de partir plusieurs fois par semaine pour faire une hémodialyse, ou si elle a besoin de faire des séances de rééducation, ou si par exemple elle a une maladie neurologique handicapante, ou elle a par exemple un déficit moteur ou une impotence fonctionnelle, alors dans ce cas, je pense qu'on est bien d'accord qu'on ne peut pas laisser tomber les parents, ok? Donc à ce moment-là, la théorie, ou ce que les gens disent sur Internet, ne pourra jamais marcher. Donc il faut oublier cette idée de s'éloigner des gens toxiques, parce que ça ne marche pas toujours. Très bien. Quand tu es obligé de rester avec un pervers narcissique, premièrement, le diagnostic, comme on a dit, doit être posé, doit être mis uniquement par un médecin psychiatre. C'est-à-dire que les gens, si vous permettez, oui, avec grand plaisir. Je vous écoute. Je veux entrer en contact avec vous. Oh, Bon, je vous remercie pour avoir m'accordé votre attention et votre confiance déjà, mais je suis vraiment désolée parce que il faut pas qu'on rentre en contact avec les patients sur Internet ou avec les gens en général. Je suis vraiment désolée. Méfiez-vous de tous les faux comptes qui portent mon nom. Alors, des fois nous avons des cas très difficiles où le patient est victime de la toxicité de ses parents, surtout la maman, mais il ne peut pas s'éloigner de sa maman. Ben, tout simplement parce qu'elle a besoin de lui ou elle a besoin d'elle. C'est un fils unique ou c'est une fille unique. Alors, on est bien d'accord et c'est très logique de, de, de déduire que c'est impossible de s'éloigner de cette toxicité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement qu'on soit sûr du diagnostic, c'est-à-dire que tu dois solliciter un professionnel de santé qui est capable de mettre ce diagnostic et qui a le droit de le mettre. La seule personne qui doit mettre le diagnostic de pervers narcissique, c'est le psychiatre. Comme j'ai dit, et je redis, je vais le redire encore une fois, il faut que le psychiatre interroge toute la famille et à la fois, il doit interroger la victime ou la personne qui, qui, euh, qui rapporte qu'elle a été victime de pervers narcissique. Et puis, il faut convoquer et interroger le pervers narcissique ou la personne qui a été accusée étant un pervers narcissique toxique qui manipule les gens. Donc, si cela n'a pas eu lieu, le psychiatre est incapable de mettre avec certitude ce diagnostic.
Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, il y a dans médecine, c'est une responsabilité. Donc, si par exemple un pervers narcissique vient consulter, il peut très bien dire au médecin tout ce qu'il veut. Il peut très bien jouer le rôle de la victime. Et nous, en médecine, en général, on ne croit pas à tout ce que le patient dit. J'ai bien expliqué ça dans la partie précédente. Et vous allez le trouver sur ma chaîne YouTube Dr Asma Amdouni. Donc, puisque nous n'avons aucune preuve sur ce que le patient dit, on a besoin de convoquer l'autre personne. Ça, c'est clair. Hein? Parce que soit on peut recevoir ou interroger le pervers narcissique lui-même et il va consulter, il va incarner le rôle de la victime et puis il va demander un certificat et puis il va utiliser ce certificat pour menacer sa victime ou pour déposer plainte contre elle. Donc tous ces trucs-là, les médecins les savent très bien et les professeurs les savent très bien. Voilà pourquoi on n'a pas le droit de dire des choses qu'on ne connaît pas. Soit je connais très bien ce que je suis en train de dire, soit je me tais. Voilà pourquoi moi, ça me dérange de voir des coachs qui diagnostiquent des gens sans même les voir. Comme ça, en direct, il y a la dame qui se plaint de son mari et lui dit oui, elle a tous les caractères que vous avez cités, donc mon mari est pervers narcissique. Et avec toute l'audace que vous pouvez imaginer, le coach en direct dans un live sur TikTok, il ose dire à la dame oui, votre époux est narcissique, pervers narcissique, et la seule solution, c'est qu'il faut arrêter tout contact, il faut limiter les contacts, il faut demander le divorce. Mon Dieu, mais c'est grave, c'est catastrophique ce qui se passe. C'est pas comme ça qu'on gère les choses. Ok, elle va demander le divorce. Bon, suivant le raisonnement qui est illogique. Après le divorce, il y aura une séparation des enfants. Lui, il ne sera plus son époux, ok, mais il restera toujours le papa de ses enfants. Donc vous créez des désastres humains. Vous êtes responsable de plusieurs divorces, vous savez même pas qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Très bien, on ferme cette parenthèse de coaching et on reprend notre sujet. Il y a des cas où c'est impossible de s'éloigner du pervers narcissique. Par exemple, la mère. Et même si tu t'éloignes, même si cette personne décède, c'est-à-dire après le décès de cette mère manipulatrice perverse narcissique, tu ne seras jamais guéri, tu ne seras jamais libre. Tu vas jamais te libérer de son emprise, même après le décès. Pourquoi? Comme je vous ai dit dans les autres parties, tu es déjà programmé. Donc, puisque tu es déjà programmé, qu'est-ce qu'on propose? On propose d'abord que tu découvres le programme qu'on a mis dans ta tête. Comment on découvre ça? Par plusieurs moyens. D'abord, il faut connaître ton système de croyance, c'est-à-dire ta logique, ton raisonnement, ta culture, les choses qui sont interdites, les choses qui ne sont pas interdites, ton jugement. D'accord? Est-ce que tu juges déjà? Parce qu'en général, en médecine et chez toute personne normale, le jugement est divin. Personne n'a le droit de juger l'autre. Parce que si tu te permets de juger quelqu'un, c'est-à-dire que tu es parfait. Donc c'est déjà illogique de juger, vous voyez. Il y a une seule personne qui juge, ce sont les juges. Ils sont payés pour ça. Toi, tu n'es pas payé pour juger. Toi, tu n'es même pas payé pour juger. Et tu oses juger. Ok? Bien. Très bien. On est arrivé au stade où on est obligé de supporter quelqu'un qui est pervers narcissique. Et même après sa mort, on restera toujours lié à lui. Il va continuer à nous contrôler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut découvrir ça. Point. C'est aussi simple que ça. Il suffit de découvrir cette prison. Il suffit de découvrir cette emprise. Il suffit d'admettre que vous avez été programmé par une mère manipulatrice. Il faut avouer. Mais il y a un truc dans ton système de croyance, dans ta culture, qui t'empêche de dire ça. C'est quoi? Par exemple, tu peux avoir des freins d'ordre religieux, c'est-à-dire
Si tu dis la vérité de ta maman, c'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un de bien, comme on a dit, c'est-à-dire que tu n'es pas reconnaissant, c'est-à-dire que tu as trahi le secret familial. Alors là, on va ouvrir une grande parenthèse qui s'appelle le secret familial. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans les familles, surtout la violence verbale, la violence psychique, le harcèlement, les insultes. Et l'enfant croit que il n'a pas le droit de dire ça à quelqu'un parce que sinon, il va être pris pour un traître. Alors, le secret familial, est-ce que les familles doivent avoir des secrets? Comment peut-on gérer ça? S'il vous plaît, est-ce que le live marche bien? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut avoir la gentillesse de me répondre par oui, si vous arrivez à m'entendre? Thank you. Ok. Donc, tu es toujours esclave de ta mère perverse, narcissique, tu le sais pas. Pourquoi? Parce que tu as des freins. Alors, ces freins sont de plusieurs ordres. Par exemple, merci, la princesse. Par exemple, tu as un frein qui s'appelle le secret familial, c'est-à-dire tu dois garder, tu dois respecter le secret familial. Si tu dis que ta mère t'a manipulé, c'est-à-dire que tu as trahi le secret familial. Alors le secret familial, c'est quelque chose qui doit être appris, étudié et éduqué pour tout le monde et dans tous les établissements scolaires. C'est-à-dire que oui, je dois respecter un secret familial, mais quand cela devient un crime, il faut le dire. Les gens, ils ont peur d'être poursuivis par la police. Voilà pourquoi on demande aux patients, aux petits, aux plus faibles, donc il faut appeler un chat un chat. Il y a des gens qui prennent les enfants pour des jouets, pour des êtres vivants très faibles. Donc ils profitent de leur pouvoir pour faire tout ce qu'ils veulent de leurs enfants. Donc non, on ne veut pas créer comme à l'étranger, c'est-à-dire tu dis quelque chose à la maîtresse ou à l'institutrice et puis elle va appeler la police et la police va arrêter tes parents. Non, moi je suis totalement contre parce que quand tu vois que tes parents ont été arrêtés à cause de toi, tu vas te sentir coupable toute ta vie et tu peux même détruire ta vie. Donc moi je suis contre ce qui se passe à l'étranger, dans les pays occidentaux, parce que c'est pas normal. Tu vois des enfants qui sont en train d'hurler, de pleurer, parce que on a décidé de les séparer leurs parents. C'est pas une façon de gérer les choses. On comprend pas la force des liens familiaux. Ok? Ben, ça c'est un point très très positif chez nous les Arabes, c'est que les liens familiaux sont très importants. Très bien. Donc, comment peut-on gérer les choses? Ok, c'est important de rester avec ma famille, c'est important de respecter le secret familial, mais moi, je suis en train de souffrir. Donc là, qui est-ce qui pourra t'aider en gardant ce secret? Ce sont les gens qui ont un diplôme, qui ont une licence, qui ont une permission d'aider les gens sans dévoiler leur secret, c'est-à-dire les médecins. Donc, si toi, tu as un frein, tu as un ennemi qui s'appelle le secret familial, ben, tu peux confier ton secret familial à un médecin, mais jamais à un ami, parce que l'ami, il va te détruire, il va t'insulter, il va te menacer, il va vraiment te faire peur. Et au lieu de résoudre ton problème, tu vas avoir une peur qui est vraiment immense. Et ça, c'est pas bien pour la santé, surtout pour la santé des femmes. Parce que la peur, ça peut vraiment perturber tous les métabolismes de ton corps. Bien. Alors là, je pense qu'on a bien compris que le secret familial est quelque chose qui doit être analysé, traité avec ton médecin psychiatre et tu dois comprendre cette culture. Oui, je respecte le secret familial, mais si tu me tortures, si tu me brûles, par exemple, il y a des mamans qui brûlent leurs enfants, il y a des mamans qui disent à leurs enfants, qui demandent à leurs enfants de garder le silence, même s'ils ont été victimes d'abus sexuels. Et le petit, il croit que c'est un secret familial sacré à respecter.
Pourquoi? Pour ne pas détruire la famille. Donc, elle le culpabilise avant même la survenue euh, de la, euh, euh, de la catastrophe, ok? Parce que pour elle, la catastrophe, c'est de dire au papa que le fils a été euh, victime d'abus sexuels. Vous voyez? C'est tellement incroyable, mais c'est tellement vrai. Donc, le secret familial doit être dévoilé à quelqu'un qui respecte le secret, c'est-à-dire le médecin. Si tu gardes ton secret familial dans ton cœur, et si tu crois que tout ce que ta mère t'a fait doit rester secret, tu vas t'exploser. Comment est-ce que pourras t'exploser? Premièrement, la cigarette. Premièrement, l'alcool. Deuxièmement, la drogue. Ok? Et puis, nous avons les rapports sexuels. Il y a des gens qui croient qu'ils ont une capacité, qu'ils ont un libido augmenté, qui ont, par exemple, des capacités sexuelles extraordinaires, alors que, en réalité, ce n'est pas une force sexuelle, ce n'est pas une capacité sexuelle, ce n'est pas une endurance, mais c'est surtout une colère réprimée qui s'éclate dans le sexe. Voilà pourquoi quand on veut traiter quelqu'un qui a un problème d'addiction au sexe, qui est accro aux relations sexuelles, qui fait plusieurs connaissances, qui sort avec plusieurs femmes, alors ce monsieur, malheureusement, je peux vous dire que dans 100% des cas que j'ai commencé, que j'ai traités, bien sûr en collaboration avec le psychiatre, 100% des cas qui sont accros au sexe ont un problème avec leur maman. D'accord? C'est grave ce qui se passe. C'est grave. Personne ne le comprend et en même temps, on l'oblige de garder ça secret. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'explose. Parce que plus tu augmentes la pression, plus tu augmentes la probabilité d'éclater des choses. Bien, on va fermer cette fenêtre. Donc, on a dit secret familial. On te culpabilise bien avant de dévoiler ce secret. Tu vas le garder, tu vas t'exploser autrement. On a dit que peux avoir des comportements bien loin de tout ça et tu as une autre explication alors que ce comportement est lié à une colère réprimée. Pourquoi on culpabilise un enfant? Pour une seule raison, c'est parce qu'on est faible. Donc, les parents faibles doivent normalement être diagnostiqués et être pris en charge avant la naissance de l'enfant, avant l'alliance, avant le mariage. Parce que si tu es faible, tu vas détruire l'autre. Ce sont les faibles qui essaient de détruire l'autre. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire leur propre vie. C'est de l'autodestruction qui n'est pas évidente au début pour les gens. Voilà pourquoi, par exemple, chez nous en islam, il faut pardonner. Pourquoi tu pardonnes? Tu pardonnes pas parce que tu es faible, non. Tu pardonnes parce que tu es fort. Et tu pardonnes pour oublier et pour te débarrasser de toute cette haine qui va détruire ton cœur. Donc, soit tu portes la haine dans ton cœur, il va brûler ton cœur et il va détruire ta vie, il va brûler tes neurones. Soit tu la jettes, tu la laisses. Ok? Bien. Alors, les mamans qui sont faibles, les parents qui sont faibles. Une mère faible, une mère qui n'est pas très confiante en elle, qui n'a pas une grande confiance en soi, elle a peur. Elle a peur de quoi? Elle a peur de beaucoup de choses, ça dépend des cas. Je vais vous donner un exemple très fréquent que je vois très fréquemment dans ma pratique quotidienne. Ce sont les mamans qui ont peur de rester seules, surtout après le décès du père, c'est-à-dire de son époux. La maman se dit, si mon fils se marie, grandit, il va se marier, et quand il va se marier, il va faire sa vie, il va fonder un foyer, une famille, et il sera très occupé par, par sa famille, par son épouse. Il va avoir une relation sexuelle et il va avoir un autre plaisir de vivre. Moi, je veux rester seule. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois manipuler mes enfants avant qu'ils arrivent au stade où ils seront capables de prendre une décision.
Parce que toi, tu vas te libérer de ta maman quand tu vas devenir adulte. Mais la libération ne sera pas complète. Par exemple, elle t'empêchait de sortir. Quand tu seras adulte, tu vas pouvoir sortir. Mais elle t'empêchait de voyager. Quand tu vas grandir, tu vas pas pouvoir voyager. Peut-être un jour, tu vas pouvoir voyager. Mais même si tu vas t'éclater et tu vas voyager plus qu'il le faut, des fois, tu as une grande envie de voyager fréquemment pour rester loin de ta famille et surtout pour prouver à toi, prouver à ton enfant intérieur, prouver à ta maman que tu es devenu un homme ou une femme et tu es capable de tout faire. D'accord? Tu es capable de faire exactement l'opposé de ce qu'elle t'empêchait, de ce qu'elle te demandait de faire. Ok? Alors là, tu es dans une guerre, tu es dans une résistance. Tu fais l'opposé. Quand tu fais l'opposé de ce qu'on te demande, c'est-à-dire qu'on a de l'emprise sur toi. Qu'il s'agisse de ta maman ou d'une autre personne, toujours garder dans l'esprit que il faut jamais baser tes décisions sur les désirs des autres. Il ne faut pas faire exactement ce qu'on te demande si tu veux pas. Il ne faut pas faire exactement l'opposé de ce qu'ils veulent, sinon ils auront toujours du contrôle sur toi. D'accord? Je ne sais pas si vous avez bien compris ce point, mais vous pouvez très bien revoir la vidéo pour comprendre. Ne permet à personne d'influencer tes décisions, que ce soit en admettant ce qu'il te demande de faire ou en faisant l'opposé. Bien. Alors, le sentiment de culpabilité. Je vais vous donner des exemples très concrets. Premièrement, je pense que j'ai sauté une idée, pas grave. Alors, le sentiment de culpabilité, ça tue. Ça tue, ça tue. La maman peut très bien tuer ses enfants juste et tuer d'une façon symbolique, uniquement en les culpabilisant. Imaginez, tu te lèves le matin, tu prépares le déjeuner, le petit déjeuner, tu essaies de réveiller ta maman, elle se réveille, tu prends le petit déjeuner, tu veux sortir, elle fait la crise, elle est fâchée, elle veut pas sourire. C'est tellement écœurant, et c'est tellement pénible, et c'est tellement injuste de la part des mamans de faire une tête de dépression, comme on dit, face à un petit, face à un fils qui veut tout faire pour satisfaire sa maman, et elle le fait exprès, c'est-à-dire elle veut pas sourire pour le pousser à réaliser ce qu'elle veut. Par exemple, il y a des mamans qui aiment l'argent. On aime tous l'argent. Mais il y a des mamans qui sourient pas. Voilà, il y a beaucoup de patients, plusieurs patients qui m'ont rapporté ça. Je dis, quand je lui donne de l'argent, elle sourit. Quand je lui donne pas de l'argent, elle sourit pas. Et des fois, je suis obligée de demander un crédit ou de demander à ce qu'on me fasse quelque chose pour satisfaire maman. Alors, si tu as ce type de chantage, ça c'est du chantage. Hein. Il faut qu'on soit bien clair. Il faut que les choses soient bien claires. Parce que toi, c'est comme si tu as signé un contrat comme quoi je suis obligée. Elle t'oblige indirectement. Elle ne prononce aucun mot. Mais une fois tu lui fais ce qu'elle veut, elle sourit, elle est gentille, elle est aimable, elle te salue, elle te regarde droit dans les yeux. Quand tu fais pas exactement ce qu'elle demande ou ce qu'elle fait, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, elle fait exactement la chose que toi tu peux pas supporter. Pourquoi tu peux pas supporter sa mimique ou son visage fâché? Parce que quand tu étais petit, elle t'a programmé à ne pas supporter ça. Elle t'a fait comprendre que c'est grave, que c'est malheureux, que c'est vraiment la fin du monde, que c'est une catastrophe quand la maman est fâchée. D'accord? C'est très pénible. C'est une punition très, 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 très difficile et très intense et très forte des enfants.
Les enfants ne doivent pas être punis de cette façon. Si vous êtes incapable, oui, c'est une punition psychologique que moi je la considère comme étant un crime à l'égard des enfants. Parce que les enfants, ils sont très petits, ils sont très vulnérables, ils sont très sensibles. Ils n'ont pas de confiance en soi assez développée. Ils n'ont pas encore leur propre personnalité propre à eux. Donc, je pense que c'est injuste. Oui, oui, c'est de la torture. Je pense que c'est injuste de punir. Déjà, la culture de punition, l'enfant ne doit jamais entendre ce mot. Ne doit jamais entendre ce mot. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que ce soit à la maison ou à l'école, nous avons des adultes faibles. Excusez-moi, mesdames et messieurs, instituteurs, institutrices, parents, quand vous punissez vos enfants, vous êtes faibles. Vous n'avez pas une grande confiance en soi. Parce que quand on a de la confiance en soi, on sait très bien que la punition ne sert à rien. Et quand on a du charisme, on est capable d'obliger les enfants de nous respecter. Mais quand vous n'avez pas du charisme, quand vous n'avez pas une certaine présence, quand vous n'avez pas du caractère, vous allez recourir à la punition, vous allez recourir à la violence pour imposer le respect. Mais, mais si vous avez affaire à quelqu'un qui a 40 ans, est-ce que vous allez le tabasser? Vous le touchez, il va vous casser la gueule. Alors, avec les adultes, vous savez très bien que la violence est interdite. Mais avec les plus faibles, vous pouvez exercer et vous pouvez exprimer toute votre faible personnalité face aux enfants. Voilà pourquoi toi, tu peux pas sortir de cette emprise. Parce que tu sais même pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu as peur, tu trembles, tu as le cœur qui bat très fort. Tu perds la motivation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre toute la motivation rapidement et brutalement? Pourquoi? Parce que ta maman t'a fait une tête que tu n'as pas aimée, que tu n'as pas pu supporter. Et ça t'a rappelé, parce que dans ta tête, tu as un problème de conditionnement. Quand tu vois la maman fâchée, automatiquement, inconsciemment, ton corps revit cette souffrance que tu as souffert durant ton enfance. Donc toi, tu veux pas, c'est de la nostalgie noire, tu veux pas voir la maman fâchée. Et tu sais même pas qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là. Voilà pourquoi, automatiquement et rapidement, tu essayes de la satisfaire à tout prix. Et bravo, tu as été manipulé. Mais toi, tu peux pas changer rapidement. Et tu n'as pas le droit de blâmer ta maman. Et si tu suis très bien ce live, cela ne veut pas dire que ta maman est mauvaise, non. Cela veut dire que toi, tu as besoin d'une petite révision psychologique. euh, Tu as besoin d'une petite éducation, ok, de ton enfant intérieur, de la part d'un professionnel de santé psychique et mentale, c'est-à-dire le psychiatre. Point à la ligne. On n'est pas là pour se venger, on n'est pas là pour blâmer, on n'est pas là pour montrer aux parents comment être de vrais parents. On est là pour affronter les problèmes d'une façon professionnelle et surtout très douce. Il faut être très douce avec sa maman, avec les membres de la famille, il faut être très doux. Nous, on a grandi avec des psychopathes. Pour eux, les parents exemplaires sont ceux qui sont sévères. Oui, malheureusement. Malheureusement, il y a des gens qui ont dû supporter ça. Moi, je suis adulte et je peux pas supporter la violence. Donc, je comprends. Je pourrais même pas comprendre, même si je suis médecin. Même si je suis médecin, je peux pas savoir l'intensité de la peine et de la douleur que les enfants ont dû supporter. Je peux pas supporter la violence, même verbale. Même verbale, je peux pas, par exemple, supporter qu'un parent m'insulte ou qu'un frère m'insulte. C'est très dur. Et quand je vois des enfants, quand je vois des adultes qui, m- qui me décrivent la gravité des choses, de la violence et le harcèlement et le chantage émotionnel, je pense que c'est un crime. Mais pourquoi vous obligez vos enfants de faire ce que vous voulez?
parce que vous êtes malade. Donc, il faut admettre que vous êtes malade. La seule façon de protéger les enfants, c'est d'imposer un test psychologique chez un médecin psychiatre, au moins 2 tests, 2 certificats espacés de 3 mois ou de 6 mois avant, non, pardon, avant le mariage. Et puis, je pense que c'est obligatoire au Maroc. Il faut imposer, allez, comme ça là, il faut imposer un délai. C'est-à-dire, bonsoir, Serena. C'est-à-dire, tu vas déposer ta demande de mariage, tu vas ramener un certificat, et après 3 mois, toi, tu vas ramener un autre certificat de la part du même médecin pour savoir est-ce que tout va bien, et tu vas bénéficier d'une formation. On va te donner un guide, un petit livret, où tu vas trouver toutes les recommandations de l'État. C'est-à-dire, premièrement, il ne faut pas crier, il ne faut pas insulter, il ne faut pas torturer les enfants, il ne faut pas les faire peur, il ne faut pas les laisser tout seuls à la maison, il ne faut pas les laisser jouer tout près du four, d'une source d'électricité, d'alimentation. Il ne faut pas punir avec des armes, avec quelque chose tranchant, ok? Et il faut être injuste avec les enfants. Il faut consacrer 1 heure par jour pour discuter, avec l'absence d'écran, de radio, de télévision, de téléphone. Ok? Il faut préparer des sorties toutes les semaines. Sortie, ça ne veut pas dire partir partir dans un endroit très luxueux, mais il faut sortir. Il faut organiser des sorties. La sortie, ça peut être prendre son goûter et puis partir se positionner sur un banc dans un jardin et sortir ensemble. Donc le petit doit avoir des souvenirs de sortie familiale. Donc si tu n'as pas appris ça chez toi, normalement l'État doit imposer ça pour que tu apprennes à être un parent. Tu n'as jamais appris comment être un parent. Il ne faut pas comparer les enfants, ça doit être mentionné sur ce livret. Tu ne dois pas comparer tes enfants aux autres. Si tu te compares aux autres, tu as un problème de confiance en soi. Point. Tu es malade, tu dois faire une consultation. On ne va pas te donner des médicaments, on ne va pas t'attacher et on ne va pas te rendre fou, mais on va discuter avec toi pour vous dire, bonjour, pourquoi vous vous comparez aux autres? On va sûrement découvrir que vous avez souffert de parents toxiques qui t'ont habitué à te comparer des autres ou qui t'ont toujours ridiculisé devant tes cousins, tes voisins ou tes camarades. Ok? Il y a plein de choses à dire à ce propos. Mais en même temps, tout le monde est stressé au point de perdre les pédales. Alors, le stress, je pense que c'est une culture. C'est une culture. Il y a des gens qui aiment stresser. Par exemple, il y a des gens qui se comparent. Tout simplement. Quand tu te compares à quelqu'un, tu veux créer une source de stress éternelle, infinie. Ok? Qui t'a demandé, qui t'a conseillé de te comparer? Par exemple, tu as une voiture. Une voiture, 7 chevaux. Tu vas très bien. Ça marche bien. Moteur au top. Tu n'as pas de problème. Très économique. Mais pourquoi tu veux la vendre pour acheter une 4x4? Pourquoi tu veux la 4x4? Est-ce que tu as une ferme? Non. Est-ce que tu pars dans des endroits où il y a des dunes? Non. Dans le sable et tout? Non. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'aventures et qui a besoin d'une voiture vraiment très robuste? Non. Alors pourquoi tu veux acheter la 4x4? Et déjà, une 4x4 qui ne sert pas à faire le travail du 4x4, c'est une 4x4 qui ne sert à rien. Voilà comment la culture peut très bien retentir négativement sur ta santé. Par exemple, une 4x4 qui est tout près du goudron, de la voie, je pense, du sol, je pense que ça sert à rien. La 4x4, c'est soit Hammer, soit Prado, soit AMG, soit quelque chose qui est vraiment 4x4. C'est-à-dire, tu peux utiliser, tu peux faire rouler les 4 roues.
Mais actuellement, on voit des 4x4 qui n'ont pas la fonction des 4x4. Vous voyez? Donc, pourquoi tout ça? Juste pour montrer aux gens quelque chose. Donc, si tu fais encore attention à ce que les gens disent de toi, tu vas continuer à stresser et tu n'auras plus de vie. Parce que toi, tu vis pour les autres. Moi, je pense que les autres n'ont aucune place dans notre vie. Sauf s'ils la méritent. Tu dois mériter ta place dans ma vie. Si tu ne la mérites pas, je te retire la carte. C'est comme si tu es employé chez moi et que tu es salarié chez moi. Donc, en général, les salariés, on les récompense par un salaire mensuel. Et, euh, et les gens qui entrent dans notre bulle, dans notre vie, ils sont récompensés par le respect, l'amour. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes plus, je t'aime plus. Point. Tu me donnes ton avis, j'ai pas demandé ton avis. Tu me le donnes, ok. Je te remercie. Je vais te remercier. Point. Tu me dis, Asma, j'aime pas ta façon de parler. Ok, je vais t'écouter. Si tu as raison, je vais te remercier. Je vais essayer de penser à ce que tu m'as dit. Tu me dis, Asma, tu es raté. Je vais te dire, je vais te répondre de la façon que tu mérites. Ça dépend de mon état d'humeur, de beaucoup de choses. Ok? C'est simple. Les gens doivent mériter leur place dans notre cœur. Pourquoi les gens souffrent de la dépression, chagrin d'amour, qui ne sont pas valorisés comme il le faut, comme ils le méritent? Pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, ils étaient obligés de respecter tout le monde et ils étaient obligés d'admettre la maltraitance. Donc si on t'a habitué à accepter la maltraitance, à l'âge adulte, tu vas même pas pouvoir vivre avec les gens. Tu peux même penser à te suicider. Pourquoi? Parce que, écoutez, quand on parle des gens qui veulent suicider, vous devez savoir que comment les gens peuvent arriver à ce stade, mais vraiment, ça diffère d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui te disent, je veux me suicider parce que je ne sais plus comment traiter les gens. Mon Dieu, mais pourquoi vous donnez une grande importance aux gens? Parce que vous avez hérité ça. Donc, le système de croyance, il peut vous pousser à vous suicider. C'est tellement dangereux d'avoir des idées qui ne servent à rien. Des idées qui sont mauvaises et fausses, qui servent à rien, absolument à rien. Donc, si tu veux traiter un problème de santé physique lié au stress ou un problème de santé psychique ou mentale, je pense que tu as besoin de discuter pendant longtemps avec un médecin psychiatre et essayer de lui dire, bonjour docteur, moi je veux faire une nouvelle éducation de mon enfant intérieur. Je veux être éduqué comme les enfants. Vous pouvez acheter des livres pour savoir l'écart entre l'éducation que vous avez reçue et l'éducation optimale. Comme ça, vous allez commencer à croire que vos parents n'avaient pas raison à 100%, que vos professeurs ou vos instituteurs n'avaient pas raison à 100%. Ça va vous soulager. Vous allez comprendre que vous étiez bien loin du bien-être, bien loin de la tolérance, bien loin du respect. Alors, avant de partir, parce que je meurs de sommeil, j'avais une insomnie, maintenant je me sens à l'aise. Avant de partir, j'aimerais vous dire, gardez toujours dans votre tête que vous méritez le respect. Vous méritez. Vous avez toujours mérité le respect, mais si, durant votre enfance, vous n'avez pas été suffisamment respecté, à l'âge adulte, vous allez être sensible, vous allez croire que les gens ne vous respectent pas. Vous allez être très sensible, très vulnérable. Vous allez vous mettre en colère rapidement. Pourquoi? Parce que vous allez lier, ou ce que les gens vont vous dire va déclencher et va réveiller un sentiment de dévalorisation très 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 ancien. Donc le stimulus ou le facteur déclenchant ne peut pas expliquer l'intensité de votre réaction. Donc la réaction n'est pas significative du stimulus. C'est-à-dire votre réaction est très 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 importante par rapport
à l'événement, par rapport à la chose qui a eu lieu. Quelqu'un vous dit non, je ne veux pas vous parler, vous allez, ça va réveiller toutes les peines que vous avez dans votre cœur et vous allez croire que, puisque cette personne ne veut pas répondre au téléphone, puisque cette personne ne veut pas vous parler, c'est-à-dire qu'elle ne vous respecte pas, qu'elle vous a dévalorisé, c'est-à-dire qu'elle vous a trahi, beaucoup de choses. Et la personne en face, s'il est bien cultivé sur le plan médical, elle va sur le champ comprendre que toi, tu as déjà vécu beaucoup de maltraitance durant ton enfance. D'accord? Gardez toujours ça dans l'esprit. Essayez de traiter les choses qui vous poussent à réagir d'une façon très importante, d'une façon amplifiée, d'une façon multipliée par 3, multipliée par 4, multipliée par 100. Pourquoi? Parce que vous allez avoir du mal à avoir des amis, vous allez avoir du mal à se sentir en sécurité dans la société, et tout ça à cause de votre passé, à cause de votre éducation, à cause de votre maman, à cause de votre éducation. Ok? Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et il y a des commentaires que je n'ai pas lus. Pourquoi on achète des voitures qui roulent 250 km par heure et l'autoroute est limitée à 120? Alors, monsieur, c'est une question très importante. Vous savez, en Allemagne, il y a des voies où les voitures qui peuvent rouler à 220 ont la priorité de passer en premier. D'accord? C'est-à-dire, si tu as une voiture avec une vitesse maximale à 120 ou à 150 et une autre voiture à côté de vous à 250, normalement, vous devez donner la place à cette voiture pour qu'elle accélère. Les voitures, par exemple, qui ont été importées de l'Allemagne, bon, j'ai donné l'exemple de l'Allemagne parce que c'est l'exemple que je connais, les voitures qui sont importées de l'Allemagne, donc ils ont été faits pour les voies et les boulevards, voilà, les voies de l'Allemagne. Ok? Mais ils ont été importés. On ne peut pas produire d'autres voitures pour les exporter aux autres pays où il n'y a pas ces voies. Voilà la réponse. Quel est le risque d'un psychologue incompétent pour le patient? Bon, déjà, premièrement, je ne dois pas répondre à ce mot-là, psychologue incompétent, parce que j'ai pas le droit, parce que c'est comme si j'ai insulté un professionnel de santé. Pour répondre à votre question, on va enlever psychologue et on va mettre thérapeute. D'accord? Si vous permettez. Est-ce qu'il peut aggraver son cas? Oui, oui. Je pars du Maroc. En Allemagne, ça existe, des autoroutes limitées. On est pas. D'accord. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? C'est-à-dire, est-ce que un thérapeute, c'est-à-dire thérapeute, coach, bien sûr, très bien. Alors, on va faire comme si vous êtes parti chez un coach, ok? Et ce coach est incompétent. Déjà, pour moi, tous les coachs sont incompétents pour traiter les maladies. Parce que c'est illégal. C'est la loi qui a mis ça. Bien sûr, merci. Alors, si tu es parti chez un coach incompétent, qu'est-ce qu'il va faire? On va, par exemple, donner un exemple très simple. Tu as une maladie qui remonte à bien longtemps. Par exemple, tu as 30 ans. Tu as une maladie qui remonte à bien longtemps. Tu as un système de croyance, c'est-à-dire tu as une mentalité, une culture, des idées, une logique, un raisonnement, un logarithme dans ta tête qui est plein d'erreurs, ok, qui est illogique et qui est très nocif pour la santé. Donc le coach, par exemple, il peut très bien, oui, ok, vous avez été victime. Les principales erreurs commises par les thérapeutes et qui font souffrir et détruire les gens, c'est quoi? C'est donner raison au patient. Quand tu donnes raison au patient, quand tu lui dis oui, tu es une victime et tout le monde était méchant avec toi, tout le monde a profité de toi, tout le monde t'a manipulé, tout le monde a été là pour profiter de toi, tout le monde est mauvais, tout le monde t'a arnaqué, personne ne t'a respecté,
Alors, ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est pas vrai. Premièrement, il faut être intelligent sur le plan médical. Si tu n'as pas bénéficié d'une formation médicale, tu peux même pas être intelligent sur le plan médical. Je m'explique. Nous, les médecins, on sait très bien que c'est toujours nous qui permet à l'autre de nous maltraiter. C'est toujours nous qui permet à l'autre de nous faire du mal. C'est toujours nous qui permettent à l'autre d'entrer dans notre bulle. Ok? Mais certains thérapeutes donnent raison au patient et continuent à lui dire que toi tu étais faible et moi je vais t'aider à devenir fort. Non, il faut jamais dire à quelqu'un tu es faible. Il faut jamais laisser le patient croire qu'il est faible parce que tu vas détruire sa confiance en lui d'une part et d'une autre part tu vas développer une dépendance à toi. Ça c'est une catastrophe. C'est-à-dire quoi la dépendance? C'est-à-dire que un patient suivi par un psychiatre par exemple, il va développer l'indépendance affective petit à petit. Donc le psychiatre, il va aborder progressivement les problèmes et les sujets. Avec un thérapeute qui n'est même pas confiant en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'aider. Il essaie de se précipiter pour aider le patient. Un patient qui n'est pas confiant en lui, il l'aide pour avoir de la confiance en lui. Un patient qui a une dépression, au lieu de donner un antidépresseur, c'est-à-dire un comprimé qui va l'aider et sans dépendance, parce que les antidépresseurs n'agissent pas sur le système de récompense, dopamine et tout. Les thérapeutes qui n'ont pas étudié la médecine, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne savent pas comment ça marche un antidépresseur, ils croient que c'est un neuroleptique, ils croient que c'est un anxiolytique, ils croient que ça peut développer, voilà, c'est un neuroleptique, ils croient que ça développe de la dépendance et ils déconseillent, voilà le comble, c'est qu'ils déconseillent le patient de prendre un médicament qui va l'aider et ils lui proposent des remèdes. Par exemple, il lui dit, tu peux partir faire une randonnée, tu peux par exemple acheter un chien, adopter un chien, tu peux par exemple faire l'amour. Alors, quand tu proposes à un patient de faire l'amour, automatiquement, il va sentir, hein, il peut sentir une amélioration. Mais cette amélioration est fausse. C'est comme si je t'ai donné une fausse parure. C'est pas de l'or, mais c'est une fausse. C'est pas du diamant, mais c'est du faux. Voilà qu'est-ce qui se passe quand tu donnes à quelqu'un raison et quand tu essaies de lui dire que toi c'est du marketing. Voilà ce que je déteste moi, c'est le marketing. L'essentiel pour moi, ce n'est pas de traiter, ce n'est pas l'amélioration rapide. Voilà comment voilà comment les thérapeutes peuvent détruire la vie d'un patient en, en l'aidant à se sentir à l'aise rapidement. Si tu te sens à l'aise rapidement avec un thérapeute, cela veut dire que tu vas pas bien. Les scientifiques ont fait une expérience sur une sauterelle. Oui, on est en train de répondre à votre première question, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore terminé la réponse. Alors, comment est-ce qu'un thérapeute peut détruire la vie d'un patient? Premièrement, lui demander d'arrêter les liens, les contacts avec les membres de la famille. Ça ne marchera jamais. Parce que même le décès de la famille ne pourra pas guérir le patient, premièrement. Deuxièmement, quand le patient, quand tu motives le patient, quand tu boostes sa confiance en lui, sans médicament alors que lui, il a besoin de médicaments, tu augmentes le risque de rechute. C'est quoi la rechute? C'est un patient qui va partir chez son thérapeute. Pour la première fois, il se sent compris. Pour la première fois, il trouve quelqu'un qui lui donne de l'affection, de l'attention, de beaucoup de choses. Donc le patient, il a ce qu'on appelle des sauts d'humeur.
Il se sent à l'aise pour la première fois de sa vie. Il sent les conséquences d'une poussée de sérotonine, d'adrénaline, de dopamine. Il croit qu'il a guéri. Quand le patient se sent très bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des décisions. Voilà la catastrophe. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont pris des décisions très, très, très importantes. Il ne faut jamais prendre une décision éternelle ou une décision décisive après une émotion, suite à une émotion passagère. Donc, le thérapeute, des fois, il ne sait pas est-ce que les émotions du patient sont passagères ou pas. Je vais parler de la dépression, par exemple, parce qu'elle est très connue. Même si elle est mal connue, mais elle est très connue. Elle est fréquente surtout. Dans la dépression, le patient peut très bien avoir des sauts d'humeur. Il peut très bien sentir qu'il va bien. Ça, c'est un piège. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que quand je donne le traitement antidépresseur à un patient, il faut toujours, c'est comme quand on donne l'antidiabétique et on sensibilise le patient par rapport au risque d'hypoglycémie. Quand je donne l'antidépresseur ou quand le psychiatre donne un antidépresseur à un patient, il le met toujours en garde, il l'avertit toujours, il l'informe toujours sur le risque de virage maniaque. C'est-à-dire quoi un virage maniaque? C'est-à-dire que le patient passe de la dépression à l'euphorie, à la joie. Il veut chanter, il veut rire, il s'éclate de rire, il veut sortir, il veut se maquiller, elle veut se maquiller par exemple. Un changement brutal de l'état d'humeur du patient après avoir pris l'antidépresseur, ça peut s'agir d'un virage maniaque et là, le patient doit retourner rapidement, ou la famille doit être informée sur ça. On doit revenir rapidement aux urgences psychiatriques. C'est une urgence psychiatrique, le virage maniaque. Malheureusement, il y a des thérapeutes que quand le patient a ses sauts d'humeur, ils croient qu'ils ont guéri, qu'ils ont réussi à guérir le patient. C'est affreux et c'est horrible, horrible. Et ce n'est pas intelligent de la part de quelqu'un de penser qu'il a pu aider une personne déprimée à guérir de la dépression rapidement. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est faux et c'est fou. Tu n'es pas normal. Les thérapeutes qui croient qu'ils ont aidé un déprimé à guérir de la dépression rapidement sans traitement, je pense que vous devez, vous-même, vous devez voir quelqu'un. Vous devez faire une consultation de psychiatrie et dire au psychiatre, je ne suis pas psychiatre et j'ai aidé un patient déprimé à guérir de la dépression dans moins d'une semaine, après 3 séances. Alors à ce moment-là, vous devez absolument voir un psychiatre. Vous voyez, exactement. Bravo. Je suis vraiment désolée, je suis très fatiguée. Je vais essayer d'enregistrer tout ça sur ma chaîne YouTube. Mais sinon, j'aimerais vous dire de tout mon cœur que j'ai trop apprécié la qualité de votre niveau culturel, de votre façon de discuter. Vous êtes très à la hauteur et vous m'avez motivé à donner plus d'informations, de renseignements, également sur le plan physique. C'est-à-dire, on va commencer, si vous permettez, de traiter les maladies des organes. Merci, je vous en prie, c'était. Ouh là là.